Cet homme ne veut pas être reconnu. Dans son village en Angleterre, personne ne sait sa véritable identité. En fait, peu de gens connaissent le vrai visage du super agent du KGB, le colonel Oleg Gordievsky. Entré au KGB en 1960 au service de la première direction générale, pendant plus de 10 ans de 1974 à 1985, Gordievsky abreuve l'OTAN de renseignements de première importance. Il y a 5 ans, alors qu'il était chef d'antenne du KGB à Londres, Gordievsky passe à l'Ouest. Il s'en explique. J'avais 20-21 ans lorsque j'ai arrêté d'y croire. Et c'est plus tard, vers 30-40 ans, que j'ai commencé petit à petit à coopérer avec l'Ouest. Et plus particulièrement lorsque j'ai été en contact avec l'Ouest par les médias, par mon expérience et par mes relations avec mes collaborateurs britanniques. C'est en regardant dans les domaines économiques, sociaux, politiques et ethniques que l'on voit que c'est un désastre de vivre selon la théorie de Marx. Gordievsky a accepté de revivre pour quelques instants sa vie d'agent double en Angleterre. Une vie de soupçons, de traques, de filatures et de cash. L'intérêt de ce lieu très populaire pour le KGB, c'est de pouvoir l'utiliser comme une boîte à lettres morte. C'est l'endroit où quelque chose peut être caché pour être récupéré par un agent du KGB, officiel ou illégal. C'est très important parce que c'est très facile d'identifier et de décrire ce cimetière. Une tombe est facile à repérer avec le nom, la date de naissance ou de décès. C'est très facile à trouver et il y a beaucoup de cachettes. C'est au bout de quelques temps, 20 à 30 minutes plus tard, généralement ce temps est très court entre le moment où la boîte aux lettres est activée et celui où l'agent arrive et prend le truc. À Londres, pour passer les heures d'entretien que Gordievsky nous a accordées, nous avons loué 2 taxis. Le second taxi a pour mission de nous suivre pendant tous nos déplacements. L'ex-colonel du KGB n'est pas dans la confidence. Gordievsky explique la stratégie d'une filature. Il faut commencer par chercher toutes les voitures suspectes qu'il y a derrière vous. Le principal, c'est que la surveillance laisse 1, 2, 3, 4 et parfois encore plus de voitures derrière vous. Ce qui est important, c'est de voir ces voitures régulièrement. Ce ne serait pas un seul conducteur derrière vous qui ferait un suspect. Il ne devrait être qu'un simple conducteur. Ce qui est important, c'est l'identification d'une ou plusieurs voitures de surveillance qui apparaîtraient derrière vous régulièrement aux moments les plus inattendus. À quelle station arrivons-nous? Marylebone Station. Arrêtez-vous. Attendez-moi un instant. Je vais descendre de la voiture. Les services secrets occidentaux n'avaient jamais pu pénétrer le département du premier directoire général du KGB, même à l'époque Gorbatchev. Pendant 10 ans, Gordievsky a fait passer un grand nombre de documents ultra secrets. Pour cela, il déjouait sans cesse les possibles filatures. C'est à l'intérieur de la gare, quand elle n'est pas pleine de monde, que c'est une bonne occasion pour moi de voir si quelqu'un me suit, de regarder si on épie mes faits et gestes pendant que je suis ici. C'est mon objectif. Maintenant, quel que soit le cas, je continue de marcher et j'attrape n'importe quel taxi de façon à disparaître. Alors s'il y a une surveillance en poste, je vois les gens marcher et chercher. Oleg Gordievsky, quoique vigilant, n'a toujours pas remarqué le second taxi. Pour l'heure, nous nous dirigeons vers la délégation commerciale soviétique. En 1984, Mikhail Gorbatchev avait félicité le colonel Gordievsky pour ses bons résultats dans l'espionnage scientifique et technologique. C'est la délégation commerciale de Londres.
C'est un bureau très important pour le KGB à Londres, parce que d'habitude, la moitié des effectifs du KGB est déployée ici. Il n'y a pas suffisamment d'espace à l'ambassade et c'est pourquoi beaucoup d'officiers du KGB sont nommés ici. Alors à chaque fois, avant de revenir à l'ambassade, ils écrivent leur rapport ici. C'est leur base pour organiser des opérations internationales. Je voudrais vous parler des caméras de télévision qui en fait sont là pour nous surveiller. L'une est reliée à l'entrée principale de la délégation dans le bureau des gardes. C'est simplement pour la routine, lorsque l'on ouvre la porte. Et l'autre est actuellement directement reliée au bureau du KGB au dernier étage. Ils nous surveillent. Ils veulent savoir si ce que le bureau de surveillance prétend faire correspond à ce qu'il fait et dit en réalité. Ils commencent leur opération d'ici, et les voitures du KGB partent de ces portes. Ils surveillent et enregistrent le temps de déplacement de chaque voiture au départ et à l'arrivée de la délégation, en les comparant avec les informations sur le trafic qui leur sont communiquées par radio. Est-ce que ça vous rend nerveux d'être assis ici? Bien sûr que non, je ne suis pas du tout nerveux. Vous n'avez pas peur pour votre propre sécurité? Non, pas dans ces circonstances. Même si, généralement, je ne veux pas que l'on connaisse mon adresse en Angleterre. Y a-t-il des chances pour qu'ils essaient de vous faire rentrer en Union soviétique? Il y a cette possibilité, mais s'ils connaissent mon adresse privée et s'ils connaissent mon nom d'emprunt, ils voudront immédiatement planifier une opération. Pour cela, ils détacheraient des départements, 2 ou peut-être encore plus, chargés d'opérations de détournement ou d'opérations d'attaque. Et ils aimeraient planifier cela, ils aimeraient avoir un plan pour m'attaquer ou m'assassiner. Ils devraient se soumettre au gouvernement, mais nous ne savons pas si le gouvernement approuverait ou désapprouverait cela. En 1985, Gordievsky avait supervisé une mission d'ordre financier pour le KGB. J'étais censé déposer cette boîte à lettres qui contient 500 livres pour un agent du KGB qui avait un besoin pressant d'argent. Un officier de mon service avait décidé de cacher l'argent dans une brique et de laisser la brique à un endroit convenu. Alors nous l'avons fait. La brique a été fabriquée avec un trou à l'intérieur pour y mettre l'argent. Et c'est moi qui ai conduit cette opération. Je suis allé au lieu du rendez-vous, j'y ai déposé la brique et j'ai disparu. 15 minutes plus tard, l'agent est arrivé, a pris la brique, l'a mise dans un sac en plastique et a disparu. Lorsque je classais une boîte aux lettres mortes pour des correspondants clandestins, j'y laissais immédiatement un signal. C'était un signe convenu qui disait « Cette boîte aux lettres est installée pour vous, allez-y et videz-la ». Quand il l'avait vidée, il laissait aussitôt un signal à un autre endroit. Mon signal était comme cela. Ça signifiait que j'avais vidé la boîte. Pour moi, c'était une assurance très importante que rien n'avait été oublié dans la boîte. En 1980, un mystérieux Farewell donna à la France des renseignements inestimables sur l'espionnage soviétique en Occident. Son véritable nom était un secret d'État. Qui était Farewell? Farewell était un officier du KGB dont le nom était Vladimir Vetrov. Il haïssait le KGB et il détestait plus particulièrement dans la branche extérieure du KGB le premier chef administrateur. Et en même temps, il était tombé profondément amoureux de la France. Et je ne sais pas comment il a été mis en contact avec les Français, mais il voulait désespérément aider la France et il a commencé à coopérer à Moscou avec les représentants français.
Il a dirigé les coopérations pendant une courte période, quelque chose comme une année au moins. Mais j'avais compris qu'il dirigeait pendant cette brève époque de coopération des centaines de documents originaux du KGB vers les services secrets français. Il était employé dans la branche du KGB responsable de la surveillance des techniques de pointe et scientifiques. Ça a été une excellente acquisition, car c'était un agent très brillant. Le colonel Vetrov, alias Farewell, a été exécuté à Moscou pour une affaire de droit commun. Quant au fameux 5e homme de Cambridge, ami des espions Philby, Blunt, Burgess et Maclean, Gordievsky le connaît depuis des années. Quand je suis revenu en Angleterre en 82, j'étais très surpris que les gens ne connaissent pas cette affaire. Parce qu'au KGB, si ce n'était pas tout le monde, c'était quand même beaucoup de gens qui étaient très bien au courant que John Cairncross était un agent double. La première fois que j'ai entendu le nom de John Cairncross, c'était en 74-75, et plus tard dans les années 78-79. J'ai commencé par lire ses mémoires sur son travail au KGB et à connaître quel avait été son rôle au sein du KGB entre la fin 1937 et les années 50. À ce moment, Gordievsky nous démontre qu'un agent du KGB, agent double et transfuge de surcroît, reste toute sa vie sur ses gardes. Ce taxi noir, nous l'avons déjà vu près de Marylebone Station. Il est resté derrière nous depuis tout ce temps. Continuez à rouler, Roberto. Allez quelque part, n'importe où. Vous voyez, c'est toujours le même taxi, avec la plaque 579. Il est derrière nous. Je m'en suis assuré en premier. Maintenant, tournez brusquement. S'il nous suit, c'est que ce n'est absolument pas un taxi. C'est une voiture de surveillance. Vous voyez, elle est derrière nous. Elle nous suit vraiment. Le 19 juillet 1985, le colonel Gordievsky quittait son appartement de Moscou pour ne jamais y revenir. Le KGB l'a activement recherché pour l'abattre. Aujourd'hui, après ses fracassantes révélations dans son livre KGB, l'élimination de Gordievsky ne servirait plus à rien. La perestroïka de Gorbatchev devrait permettre à sa famille de le rejoindre en Angleterre et le mettre à l'abri d'une vengeance du KGB toujours possible.